La mer, si belle, si grande. J'aimais et j'admirais l'océan depuis tout petit, étant né dans une ville portuaire. Je n'avais qu'un rêve, qu'un seul but, m'engager comme matelot sur un navire, peu importe lequel. Pouvoir vivre sur les flots, naviguer, sentir les vagues sous mes pieds à chaque instant. J'avais tellement hâte. Normalement, je devais encore attendre 1 an avant d'avoir le droit de m'engager, mais j'étais plutôt grand, donc je me suis dit que je pouvais me faire accepter en trichant un peu. J'avais préparé mon sac. Comme je ne possédais presque rien, ça avait été facile. Mais quelques vêtements, le livre que m'avait offert le prêtre de l'orphelinat pour m'apprendre à lire, et le pendentif de ma mère. C'est la seule preuve que j'avais eu une famille un jour. C'était mon porte-bonheur. Il me restait plus qu'à trouver quelqu'un pour m'engager. Je me suis donc mis en direction du port. Une fois sur place, mon regard a directement été attiré par un immense 3-mâts. Il était magnifique. Son bois à la couleur chaude, sa taille imposante, ses nombreuses voiles qui fendaient le ciel, et à l'avant, une figure de proue en forme de sirène qui semblait me sourire. Partout sur le pont et le quai, des hommes marchaient d'un pas pressé, les bras chargés et affairés à de multiples tâches. C'était décidé. Il fallait que je m'embarque sur cette merveille. Il a donc fallu que je trouve un haut gradé et que je le persuade de m'engager en tant que mousse. Après plusieurs minutes d'observation, j'ai repéré un colosse qui aboyait des ordres en direction de ceux qui chargeaient les provisions. J'ai pris une grande inspiration et je me suis approché de lui avec toute ma détermination. « Bonjour monsieur, vous bossez sur ce galion ? » ?»« Ouais, qu'est-ce qu'ils me veulent, mioche ?»« Je veux m'engager, voilà ce que je veux monsieur. » Il me dévisagea, moitié surpris, moitié amusé. Et finalement, après un combat de regards, durant lequel je me suis forcé à ne pas céder, il a repris la parole. « T'as du grand. Mais qu'est-ce qui te fait dire que tu peux nous servir à quelque chose, gringalet ? » ?»« Je suis orphelin, donc j'ai pas l'habitude de me la couler douce, monsieur. J'ai l'habitude de bosser dur. Je peux faire la cuisine, nettoyer et laver le linge. Et pour le reste, j'apprendrai. Je veux juste naviguer, c'est mon rêve depuis tout petit. Je travaille dur et je mange pas beaucoup. » »« Ouais. Écoute petit, voilà ce que je te propose. Tu nous aides à faire le chargement, et si tu bosses bien, je parlerai de toi au capitaine. Ça te va ? » Motivé comme jamais, je me suis précipité vers l'énorme pile de caisses et suivi le mouvement. J'ai pris une caisse de citron et j'ai suivi l'homme de devant qui portait la même pour me repérer dans le bâtiment. C'était un peu lourd, je sentais que j'allais avoir du mal. Mais peu importe, j'avais enfin mis les pieds sur un vrai bateau. Et malgré le fait qu'on était à quai, je sentais le pont tanguer délicatement sous mes pieds, et j'adorais ça. Mes muscles étaient finalement tétanisés quand nous sommes finalement arrivés au bout. L'un des 2 marins qui faisait des allers-retours avec moi, ayant pitié, me tendit une gourde d'eau. Je l'ai bu avec reconnaissance, et il me proposa de me faire la visite du navire pour me récompenser de mon aide. Aussitôt, je me suis remis debout, ma fatigue s'était envolée, je n'aurais raté ça pour rien au monde. Il me montra comment me repérer dans les dédales intérieurs où étaient les salles clés pour moi si je réussissais à me faire engager. La laverie, la cuisine, le mess, les réserves de nourriture. Puis, il me donna les termes techniques les plus utilisés et m'apprit à différencier le mât de misaine du mât d'artimon. J'avais l'impression de rêver, et je le bombardais de questions sur la vie à bord et les endroits où il avait fait escale. J'avais l'impression d'être au paradis, et mon enthousiasme devait être contagieux, puisque plusieurs matelots m'ont entouré et ont commencé à me raconter différentes anecdotes de leur voyage précédent. Et finalement, le capitaine lui-même est apparu. Et après m'avoir demandé mon âge et posé quelques questions sur mes motivations, mon statut d'orphelin et d'autres détails, il me fit enfin signer un contrat d'embauche. J'étais aux anges. Ça y était enfin. Je pouvais enfin commencer ma nouvelle vie. On me désignait ma couchette, un hamac et une caisse en bois pour ranger mes affaires. On me briefa sur les règles à bord, les interdits et les punitions, avant de me donner un planning et ma liste de tâches à effectuer. Je me mis presque immédiatement au travail avec une joie débordante qui fit rire l'équipage. Le lendemain, le navire avait levé l'ancre. J'étais excité comme une puce. La brise marine gonflait les voiles et le bateau s'avançait, fendant les vagues. Quelle sensation merveilleuse c'était. J'en ai profité quelques minutes avant de rejoindre la cuisine. J'avais une 50aine de kilos de légumes à éplucher pour midi. J'aime bien travailler en cuisine. Le chef est un vieux briscard, un peu bogon, mais il avait toujours une nouvelle histoire dans sa manche, et il aimait l'océan autant que moi. Un rythme effréné a alors commencé pour moi,
Le matin, préparation du petit déjeuner, puis manger avant de débarrasser la table et de faire la vaisselle. Ensuite, je devais aider soit à nettoyer le pont, soit à laver le linge avant de filer aider pour la préparation du repas de midi. Après la vaisselle du midi, j'étais en repos pour 1 heure, profitant de la brise marine et discutant avec les autres avant de redescendre préparer le repas du soir. Une fois la vaisselle du soir faite, je m'effondrais généralement dans mon hamac jusqu'au lendemain. C'était une routine épuisante, mais qui me convenait. Le mouvement des vagues, l'odeur de l'océan, les cris des mouettes et les chants de l'équipage valaient 1000 fois tous mes efforts. Je commençais doucement à m'intégrer, apprenant les chants traditionnels et les entonnants de bon cœur, et prenant de mon temps de pause pour apprendre les ficelles de la navigation et les légendes de la mer en compagnie de mes camarades. Petit à petit, je devenais ainsi un vrai marin, comme j'en avais toujours rêvé. Je manquais encore d'endurance, mais tout le monde me répétait que ça viendrait avec le temps, et que l'océan allait faire de moi un homme. 1 semaine s'était écoulée, on devait en passer 3 en tout pour atteindre notre destination, Istanbul. J'étais impatient de découvrir un nouveau pays, moi qui n'avais jusque-là jamais quitté les ruelles de ma ville où j'avais été abandonné. Pourtant, les hommes de l'équipage en semblaient nerveux. L'un de mes camarades de dortoir, Travis, m'a appris que, vu le sens du vent et la température, une énorme tempête n'allait pas tarder à nous tomber dessus. Devant ma peur, il a ricané et déclaré que ce serait mon baptême du feu. Nerveux, j'ai demandé alors ce que je devais faire pour aider. Il me donna quelques instructions pour vérifier que tout était correctement attaché dans les cales de marchandises, puis me conseilla de retourner ensuite dans le dortoir pour éviter de gêner ou de passer par-dessus bord. Il a énoncé cette dernière possibilité en rigolant et en me tapant dans le dos, me décrochant presque un poumon au passage. J'ai obéi immédiatement. Ce n'était vraiment pas le moment de jouer les curieux. Mais quand j'aurai plus d'expérience de marin, je pourrai monter sur le pont pour naviguer en pleine tempête. Le tangage s'est accentué petit à petit, et je commençais à me sentir barbouillé. Le mal de mer, c'était la première fois que je me sentais comme ça, et c'était vraiment désagréable. L'enfer s'est déchaîné, des chocs de plus en plus violents et des roulis terribles qui me jetaient d'un bout à l'autre de la pièce. Je m'accrochais comme je pouvais à mon hamac, tentant de garder un semblant d'équilibre. Il fallait que je tienne bon jusqu'à la fin, juste m'accrocher et attendre, en priant pour que le bateau tienne le coup. 2 jours. 2 jours de cauchemar plus tard, et de chaos interminable. J'avais faim, j'avais soif, j'étais couvert de bleu, mais le bateau flottait toujours. Travis a fini par ouvrir la porte, titubant dans le dortoir. Il était trempé, et semblait tellement épuisé que je pense qu'il aurait pu s'évanouir sur place. Il me lança un sourire fatigué en se laissant tomber sur son hamac, tandis que d'autres hommes arrivaient à sa suite. Sacrée secousse, pas vrai, Joe? Bon, comment ça va? Pas trop crevé? Si. J'ai mal partout. Mais bon, au moins j'ai pas vomi. Hey, pas mal pour une première fois. Au fait, le cuistot t'appelle. J'y vais tout de suite. Sûr qu'après cette tempête, tout le monde doit être affamé. C'est sûr. Je pourrais en manger 2 des comme toi. Amusé, je me suis tout de suite rendu à la cuisine en vitesse. Le chef s'y affairait déjà, et s'est contenté de me pointer du doigt plusieurs sacs de pommes de terre dans un coin. J'ai pris un tabouret, et je me suis aussitôt mis au travail, les épluchant le plus vite possible. Pas besoin de parler, l'ordre était évident. Et puis j'avais une faim de loup. Le soir, tout l'équipage a fait la fête, pour célébrer notre survie à cette épreuve. On a chanté, dansé, joué au dés. Seule l'équipe de quart et le capitaine ne se sont pas joints à nous. L'une occupée à manœuvrer le navire, l'autre à calculer notre position actuelle et rectifier le cap à prendre pour atteindre notre destination. Moi, je chantais à plein poumon, heureux d'être là, d'être en vie avec eux. De nombreuses journées sont passées depuis ma toute première tempête. 3 semaines à peu près. Si le voyage s'était déroulé sans accroc, on aurait déjà dû arriver en vue des côtes turques, et nous les longerions pour atteindre le port d'Istanbul. Seulement, voilà, les différentes tempêtes nous ont fait dévier et nous ont grandement éloignés de notre destination. En 3 semaines, nous en avons essuyé 4, bousculant le bateau et nous perdant de plus en plus. Depuis 1 semaine environ, je passais moins de temps en cuisine. Nous devions en effet rationner la nourriture plus durement, passant à 2 repas par jour. Et un matin, nous avons reçu l'ordre de limiter à 1 seul repas. Ce n'est vraiment pas bon signe. Tout le monde est nerveux, et la faim qui se fait sentir n'arrange rien.
Encore une tempête. Nos réserves étaient épuisées. Heureusement qu'avec la pluie, nous ne manquions pas d'eau douce. Mais ce n'était pas grand-chose comparé à la faim. La faim, elle grondait, me tordait le ventre, rampait dans mes veines comme un monstre attendant ma mort. Elle ne me quittait plus, me dévorant de l'intérieur. Un jour de plus. Mais ce jour-là, ce n'était pas la faim qui me broyait le cœur. Travis était mort. C'était arrivé comme ça, soudainement. Il était descendu à fond de cale pour chercher ses cordages. Il avait glissé de l'échelle, la faute à la fatigue et au manque de nourriture. Nuque brisée. Travis était le membre de l'équipage dont j'étais le plus proche. C'était mon voisin de couchette. Il prenait régulièrement soin de moi. Il m'apprenait ses chants préférés, les manœuvres de navigation et les légendes qui couraient sur l'océan. De temps en temps, je me disais que ça devait ressembler à ça, d'avoir un père. Il avait même pris l'habitude de me donner une partie de ses repas, de temps en temps, quand j'avais du mal à tenir la cadence. Quand j'y repense, je me dis que les choses auraient pu être différentes s'il avait gardé la nourriture pour lui. Je me dis qu'il aurait peut-être pas raté le barreau de l'échelle. Un peu plus tard, juste avant ma pause de l'après-midi, le capitaine a pris une décision terrifiante. L'équipe chargée du repas devait cuisiner Travis. J'étais sous le choc, et tout le monde avait le regard sombre, mais personne n'avait rien dit. Une fois le capitaine parti, le chef me tapota l'épaule avant de m'expliquer que ça ne faisait plaisir à personne, mais que c'était nécessaire. Travis était mort. On pouvait plus rien faire pour lui, on pouvait pas le ramener. Mais lui, il pouvait nous permettre de vivre 2 ou 3 jours de plus. Si le ciel était avec nous, ce serait suffisant pour atteindre la terre ferme et nous sauver tous. Mais de toute manière, c'était un ordre. Il n'y avait pas à discuter. Comme tout le monde savait à quel point j'étais proche de lui, ils m'ont donné la possibilité d'aller bosser à la laverie, pour que je puisse éviter de voir le spectacle morbide. Je leur en étais vraiment reconnaissant. Mais l'idée du repas du soir me donnait la nausée, malgré la faim. Le soir, on a fait une minute de silence pour ce pauvre Travis. On a prié pour le salut de son âme, avant de se forcer à manger. Pour la première fois depuis longtemps, personne ne se plaignait de la maigre quantité de nourriture. Le goût en lui-même n'était pas mauvais, mais je devais me forcer à ne pas vomir. Cette nourriture était trop précieuse. Ça aurait été une insulte envers Travis, de pas consommer ça. Le capitaine a pris la parole, tentant de nous rassurer. Il nous jura qu'il avait réussi à remettre le bon cap et que nous atteindrions la terre ferme d'ici 1 semaine maximum. Notre salut était donc une question de jours, et on priait tous pour qu'il ait raison. 2 jours ont passé, sans qu'on puisse apercevoir la terre promise. Les estomacs étaient de nouveau trop vides. J'avais faim, j'avais peur, et surtout j'en avais marre. J'avais surpris une conversation terrifiante entre 2 marins qui priaient pour une nouvelle mort. Les tensions montaient de plus en plus. C'était bien pire qu'avant la mort de Travis, et je n'aurais pas été surpris si une nouvelle mort violente avait lieu. D'heure en heure, le nombre de marins se rendant dans la cabine du capitaine pour parler avec lui augmentait, et mon malaise avec. Je priais de toutes mes forces restantes, qu'on puisse enfin atteindre la terre ferme. Le capitaine venait de sonner le rassemblement. Je mourais de faim. J'en arrivais presque à souhaiter moi aussi l'annonce d'un décès. Le second du capitaine a alors débarqué avec une boîte entre les mains, puis il a pris la parole. Bon, écoutez les gars, je vais pas passer par 4 chemins. On est obligé d'agir si on veut pas tous y passer. De toute façon, vous êtes au courant, vu que vous êtes presque tous passés gueuler en exigeant un sacrifice. Bref, on n'a pas le choix. Dans cette boîte, il y a des boules de vote. On a fait une liste avec le capitaine. Ceux qui sont irremplaçables, vous piochez pas. Faut que le bateau continue à naviguer. Les autres, vous êtes classés par ordre d'ancienneté. Plus vous êtes là depuis longtemps, plus vous avez de chances de vous en sortir. Excepté les 3 merdeux qui ont volé la bouffe la semaine dernière. Vous piocherez en dernier. Boule blanche, vous restez. Celui qui tire la noire, je suis désolé pour lui, mais c'est nécessaire. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. On savait tous ce que ça voulait dire. Moi j'étais mort de trouille. Vu que j'étais le dernier arrivé, je piochais juste avant les voleurs. Si ça arrivait jusqu'à moi, j'avais 1 chance sur 4 de mourir. Les noms commençaient à résonner, et un par un, les concernés venaient tirer leur sort. Des soupirs de soulagement résonnaient, tandis que je me crispais de plus en plus à chaque boule blanche dévoilée. J'arrivais pas à croire que je venais à souhaiter la mort d'un de mes camarades.
Et pourtant, à chaque tirage, je priais pour que la boule fatale soit tirée. Je veux pas mourir. Une autre boule blanche. Je veux pas mourir. C'est à mon tour. J'ai faim. Mon estomac commence à se digérer tout seul. Je suis mort de peur. Je veux pas mourir. Je glisse lentement ma main dans la boîte. 4 boules. Laquelle était blanche? Il fallait que je tire une blanche. Je reste un moment. J'ose pas retirer ma main. Et le silence était assourdissant. Je veux pas mourir. Je sors finalement ma main. Et le murmuron retentit. Dans ma main. C'est une boule noire. Je rêvais juste de naviguer.